Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à mettre vos casques comme moi. Merci. Nous allons tous essayer aujourd'hui de ne pas parler trop vite pour nos chers traducteurs qui font un travail absolument formidable. Alors, merci de nous rejoindre pour le programme de conférence de Muséum Connexion. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être parmi nous hier, nous avons abordé hier la question de la réinvention des institutions culturelles en nous interrogeant sur la possibilité de changer les critères à partir desquels nous évaluons le succès d'une institution culturelle, sur aussi la possibilité de jouer un rôle sociétal accru en s'ouvrant davantage à la collaboration et à la co-construction du projet culturel avec d'autres secteurs, notamment les entreprises, notamment le secteur médical, notamment en collaborant davantage avec des réseaux de bénévoles. Nous avons aussi abordé la question de la mise en œuvre d'une raison d'être afin de mettre en récit la responsabilité sociétale d'une institution culturelle. Et après quoi, nous avons passé quelques heures sur la question de la responsabilité environnementale des institutions culturelles et à comment mettre en œuvre une transition écologique. Ces interventions étaient ponctuées de capsules de retail culturel, comme ce sera le cas à nouveau aujourd'hui. Alors ce matin, nous allons nous pencher davantage sur des sujets ayant trait à l'innovation. Donc dans le champ de l'expérience digitale, en premier, en explorant les métaverses. Et puis dans le champ de l'innovation dans le domaine des ressources propres, à travers le renouvellement de la relation à l'entreprise et aussi dans le champ du retail culturel. Donc à présent, j'ai l'honneur d'accueillir Morgane Bouchet, qui est Program Director Global Head Metaverse and Extended Realities chez Orange Innovation, et Julia Luxac-Rougeau, qui est notre modératrice et qui est rédactrice en chef du média Tom Travel, qui est un média en ligne que vous connaissez sans doute, qui décrypte les tendances liées au numérique dans le secteur de la culture et du voyage. Donc, je prie à présent Morgane et Julia de nous introduire dans le vaste sujet des métaverses qui fait beaucoup l'actualité depuis quelques mois et de nous expliquer justement quelles sont les opportunités pour le secteur de la culture, du patrimoine et du tourisme culturel et comment les institutions peuvent s'y préparer. À vous. Merci Annabelle pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette première conférence de la journée qui va envoyer du lourd puisqu'on va parler direct de métavers. Comme ça, on va tous être bien réveillés et on va essayer de comprendre et vous faire comprendre de quoi il s'agit et quelles sont les problématiques autour de ça. Donc c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le métavers. Alors, point prononciation, juste avant qu'on commence, je crois qu'on dit métavers en français et métaverse en anglais. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok, tout à fait. Ça marche. Merci Morgane pour cette précision. Justement, juste avant qu'on commence, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez Orange ? Et ensuite, on attaquera vraiment la définition du métavers. Oui. Bonjour tout le monde, donc Morgane Bouchet, je suis en charge des activités de réalité augmentée, réalité virtuelle et des métaverses chez Orange. Je travaille sur ces sujets-là depuis quelques années. Il y a très longtemps, j'avais eu l'occasion de travailler déjà chez Orange sur le projet Second Life, dans lequel Orange avait développé une île, Orange Island, qui était dans un but de recrutement et d'image et de communication. Donc voilà, donc c'est rigolo aussi de retrouver des sujets d'il y a quelques années, d'il y a plus de 10 ans. Et donc moi, mon rôle, c'est de donner l'ambition du groupe dans le sujet des métavers, c'est déjà expliquer et éduquer sur ce que c'est et les perspectives pour un opérateur télécom, le rôle qu'on va pouvoir y jouer, et ils sont nombreux. Voilà, et parallèlement, je suis enseignant à Sciences Po sur ce même sujet depuis 2016. Ok, donc vous êtes vraiment un expert en la matière. Justement, Morgane, est-ce que vous pouvez, commençons par le commencement, par une définition du métavers. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Alors, j'affiche une slide du coup pour que l'audience puisse lire et partager en même temps les images. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de définition académique. Il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs analyses. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est quelques mots clés. Donc, c'est un monde virtuel en 3D. Donc, on parle d'un monde synthétique en 3D qui est à la conjonction entre le réel et le virtuel. On parle aussi d'un monde persistant, donc un monde qui ne s'arrête jamais, qui est totalement... la dynamique sociale aussi est extrêmement importante, même si ce n'est pas forcément un réseau social, mais la dynamique sociale et d'interactivité dans ce monde-là est importante. Voilà. En tout cas, ça ne dit pas qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sont vraiment des métaverses au sens... voilà. C'est un buzzword, hein. Clairement, on le voit partout, voilà. Mais c'est... Il y a une part de buzzword, mais derrière, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important et je pense durable. Et donc voilà, il ne faut pas trop tomber dans le piège du côté un peu wow effect. Et voilà. Donc, et cette dimension de partage, de monde parallèle, interactif, je pense, va rester. Est-ce qu'il prendra la forme plutôt de quelque chose qui ressemble à un environnement de jeu vidéo, je ne sais pas. Ça peut durer quelques temps. Il y en a quelques exemples aujourd'hui. En tout cas, l'inspiration du design et de l'expérience client issue du monde du jeu vidéo, je pense, va être quand même est très prégnante et va durer aussi assez longtemps. C'est intéressant ce que vous dites, puisque vous dites on ne sait pas encore finalement à quoi ça va vraiment ressembler, parce qu'en fait on est totalement encore en construction. Hein. C'est pas le métavers, c'est ça aujourd'hui, ça restera comme ça. Ça commence à émerger finalement. Alors, ça commence à émerger au niveau grand public, c'est-à-dire que la presse en parle, il y a beaucoup de conférences, ça anime beaucoup de discussions. Là, sur cette slide-là, c'est pour essayer de simplifier un petit peu le propos. On parle beaucoup de métaverse aujourd'hui en faisant une analogie avec Fortnite, avec Roblox, qui sont des mondes virtuels 3D déjà persistants, qui sont déjà la conjonction entre le réel et le virtuel. Lorsque Fortnite organise des concerts live dans Fortnite, alors que l'artiste est vraiment en studio en train de le faire, on a bien une connexion entre le réel et le virtuel. Donc ça, c'est une forme de métaverse aujourd'hui qui est intéressante, je pense, pour apprendre et commencer un peu à se nourrir des usages, et notamment des usages des millennials, des plus jeunes générations. Après, est-ce que c'est cette vision-là qui va perdurer, sachant que cette vision-là, aujourd'hui, elle est scindée en deux. On a des mondes 3D type centralisés, qui sont totalement pilotés, et maîtrisés, versus des mondes de ce type-là qui sont décentralisés comme The Sandbox, qui sont à la base des jeux mobiles ou Decentraland, dans lesquels les gens achètent des terrains. Voilà. Donc deux lectures dans cette première étape. Et puis enfin, un metaverse plutôt issu, je dirais, du monde de la recherche, de l'académique, et qui est plutôt une vision d'un monde augmenté, où en gros le réel reprend du pouvoir, en tout cas d'un point de vue physique, et ce monde du réel est augmenté par des layers, par des interfaces qui dans l'ensemble constituent une augmentation du monde et une forme d'immersion nouvelle, et donc un metaverse. Donc il y a cette lecture-là. Alors peut-être que on va y aller par séquencement. D'abord étape 1, étape 2, mais en tout cas voilà, c'est tout ça qui est en train d'arriver, et il faut trouver le juste milieu pour expliquer aussi ce sujet Metaverse. Alors, vous avez dit ce n'est pas un réseau social, et pourtant une entreprise qu'on connaît tous, Meta, Facebook, est l'une des entreprises qui vraiment s'investit dans le métavers. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler quand même de ce genre de réseau social augmenté? En fait, à quoi ça sert un métavers? En fait, je pense que la dimension réseau social, elle remonte à il y a très longtemps, en fait, qui dit juste que les gens, dans les vraies vies, les humains ont besoin de connexion, et ils sont dans une relation sociale tous les jours, tout le temps. Donc voilà, donc je pense que cet élément-là, c'est une évidence que, en fait, tous ces sujets-là, on parle de quoi? On parle d'humain, en fait. On parle de relations. Donc forcément, la dimension sociale, elle est évidente. C'est pour ça que je l'écarte, parce que c'est tellement évident que on peut pas dire que c'est un réseau social, mais le social est nécessairement au milieu de toutes ces relations et toutes ces interactions avec le monde. Donc les projets de Meta, pour moi, c'est une évolution. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de Metaverse, et peu de temps après, on parle aussi d'un autre mot qui est le Web 3.0, qui est une nouvelle forme
la prochaine étape de l'Internet, et le métavers serait une transition. Alors, est-ce que vous pouvez juste un peu définir pour ceux qui connaîtraient pas le Web 3.0, parce que là, on leur lance plein de buzzwords, ils vont peut-être pas tout comprendre. Non, mais c'est simple. On a eu le Web 1.0 au début de l'Internet, fin des années 90. Après, on a eu le Web 2.0, qui était quand même une étape importante, avec beaucoup de mobile, beaucoup de social. Tout est devenu applicatif et tout est devenu mobile. Et donc, l'étape d'après pourrait être une autre forme d'Internet, donc 3.0, l'étape d'après, mais qui est une continuité, où tout devient plutôt volume, 3D, immersif. Donc en fait, c'est une continuité. Donc ma page Facebook dans le Web 2.0 était statique, je mettais des photos ou des textes. Demain, je vais créer mon mini-espace en 3D, ça sera peut-être ma chambre, mon salon, et j'inviterai des amis à venir chez moi virtuellement, tout comme ils visitaient ma page à plat. C'est un peu ça l'analogie que je peux faire comme ça. Et en quoi, du coup, on relie métavers et Web 3.0 ? Quel est le lien ? Parce que le métavers, une transition, car il ne va pas couvrir tout l'ensemble de l'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le secteur notamment entreprise, parce qu'à ce moment-là, il y aura des métavers, il y aura déjà des métavers pour les secteurs entreprises déjà. Donc l'Internet 3.0 va un peu plus loin. Il embarque des notions de décentralisation. Voilà, on rentre dans les termes techniques, décentralisation, de monde ouvert, d'interopérabilité, etc., qui étend un petit peu le prisme métaverse aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous avez dit sur il y aura des métavers. Ça, c'est important à comprendre aussi, c'est qu'il n'y aura pas un seul lieu où on se rendra, on dira je suis dans le métavers, comme aujourd'hui finalement les réseaux sociaux. On ne dit pas je suis sur le réseau social. On va sur Instagram, sur Facebook, sur etc., Twitter. Ça sera un peu finalement le même principe. C'est un peu l'idée, tout à fait. Aujourd'hui, donc là, vous voyez sur cette slide les différents mondes existants. Alors, il y a des choses qui viennent du monde du jeu, d'autres qui viennent du monde plutôt de la relation, du social, d'autres qui viennent du monde télécom. Ce qui est intéressant, c'est de souligner ce que fait la Corée du Sud, qui a annoncé de créer son metaverse pour tous les services. Du pays, donc y compris culturels. Voilà. Et donc ça va exister, je pense, pendant quelques temps, et puis à un moment donné tout ça va être un petit peu régulé, tout ça un peu va s'ouvrir. Une sorte de bulle actuellement, et ensuite. Alors plus qu'une bulle, parce que quand même Roblox c'est quelque chose comme 40 millions de monthly active users, donc c'est des choses qui sont déjà là. Fortnite aussi c'est pas loin de 30 millions, donc voilà, donc c'est une nouvelle forme d'interface, c'est une nouvelle forme de navigation, c'est une nouvelle forme d'interaction avec le divertissement, avec la culture, donc ça peut être aussi, on peut juste dire aussi que c'est une nouvelle interface, une nouvelle interaction avec les objets, avec les gens, et que en fait tout ça tend à dire que ça rapproche les gens en fait. Ouais. Aujourd'hui, on est très, la période des années là de confinement, avec les écrans interposés, avec beaucoup de latence, etc., c'était extrêmement frustrant. J'ai la chance de pouvoir faire des réunions avec mon équipe en immersion. Je vous assure que c'est beaucoup plus fluide. On regarde pas tous notre téléphone toutes les 30 secondes. Il y a une très faible latence. Les interactions orales, mais aussi du corps sont extrêmement importantes, puisque du coup c'est des signaux et des messages. Donc voilà, on voit aussi cette évolution-là, du rapprochement des gens. Alors vous avez parlé de jeux vidéo, de différentes plateformes. Comment on accède aujourd'hui au métavers, au pluriel ? Comment on y accède ? Aujourd'hui, c'est des sites web. Ils sont principalement accessibles sur des browsers, donc sur web, sur mobile, parfois sur des casques VR. Donc aujourd'hui, ils sont multi-device. Désolé pour l'anglicisme. Et certains sont déjà totalement ouverts et multi-device, c'est-à-dire qu'on peut rentrer via le casque de réalité virtuelle, des amis peuvent rentrer par le mobile et un autre par le PC, et tout ça se rejoint. Donc c'est ça qui est assez passionnant, sauf qu'on n'a pas le même niveau d'expérience au final. Donc voilà, mais la connexion se fait. Et j'imagine que pour être davantage en immersion, un casque de réalité virtuelle va forcément apporter quelque chose en plus par rapport à un simple écran d'ordinateur, ce genre de choses. Tout à fait. C'est l'immersion, je parlais du corps, les mouvements du corps et les interactions sont extrêmement importants. Le fait qu'on soit à la première personne aussi apporte une plus grande immersion, une plus grande fluidité dans les relations. Et tout ça
suppose quand même, c'est des milliards de polygones hein, qui doivent être processés. Donc c'est des réseaux très haut débit, c'est des très faibles latences, c'est parfois des solutions de edge computing pour processer cet ensemble-là. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'Orange accompagne tout ça, qu'on a différents travaux pour à la fois comprendre et démontrer que c'est là. La technologie existe, c'est une nouvelle grammaire, donc il faut aussi être tout à fait humble par rapport à cette nouvelle grammaire-là et apprendre, et notamment dans le secteur de la culture, pour engager les gens à découvrir des choses parfois à distance. Justement, parlons du secteur de la culture, parce qu'on est là pour ça. On a bien compris maintenant, j'espère, ce qu'est les métavers, le métavers. En quoi maintenant ça peut concerner le secteur de la culture ? Eh bien, c'est une nouvelle grammaire. On a des produits, des devices qui sont accessibles. Il y a des stores qui existent, notamment Oculus, hein, je vais le mentionner. Et donc, cela permet de faire voyager des œuvres, des émotions. Et donc, chez Orange, on a la chance de pouvoir développer pendant 2 ans un projet assez fantastique qui est l'expérience Notre-Dame de Paris. Donc suite à l'incendie en 2019, le monde a été ému par cet événement. Orange a souhaité participer dans son engagement sociétal, notamment à la reconstruction du lieu par du financement, mais aussi avec une innovation utile et le développement d'une œuvre, d'une expérience pour les Français, pour les touristes, pour tout le monde, dont le ticket 30% du ticket sera reversé à la reconstruction de la cathédrale. Donc ce projet, donc 2 ans de développement, on l'a développé avec une start-up française, on l'a lancé là le 15 janvier dernier à l'espace Grande Arche de la Défense. C'est un énorme succès. C'est extrêmement, en tant que responsable du projet, c'est totalement excitant de voir les familles, les grands-parents, les petits-enfants aller découvrir cette expérience-là. Donc son côté à la fois culturel, cultuel, mais aussi éducatif. On a des écoles multigénérationnelles. Exactement, multigénérationnelles, des écoles qui viennent en groupe comprendre l'histoire de Notre-Dame et donc les différentes périodes. Donc on rentre vraiment dans l'histoire de France. Hein. Donc c'est vraiment passionnant de voir ce retour et parfois même des gens extrêmement émus à l'issue de la visite qui dure 45 minutes. Hein, donc on est avec un casque VR, il y a un sac à dos qui processe, qui joue l'expérience et je vous montrerai une petite vidéo juste après. D'accord. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là c'est un peu flou, peut-être que la vidéo va le montrer, ensuite on en discute comme vous voulez, mais donc le principe, donc on arrive dans une salle, hein, une grande salle avec plusieurs personnes, chacun est équipé d'un sac à dos en fait qui contient la technologie finalement et un casque de réalité virtuelle, et en fait on se déplace, c'est ça, en même temps, comme si on y était finalement ? Oui, le point de vue de départ, c'est de dire que malheureusement peu de gens ont un casque de réalité virtuelle à la maison, ça coûte encore un petit peu cher. L'usage n'est pas complètement installé et donc on pense que amener tout le confort et le bon matériel au grand public est une première étape pour éduquer et acculturer le grand public. Donc un espace de de 600 mètres carrés, du matériel dédié et vraiment adapté à l'expérience. Donc on a fait un sac à dos avec le PC à l'intérieur, relié au casque VR, et tout ça est synchronisé dans un espace donc, de 600 mètres carrés qui fait que les groupes qui vont évoluer dans l'espace sont tous synchronisés entre eux. On s'aperçoit, donc il n'y a pas de choc possible. On voit des avatars passer et en fait on déambule pendant 45 minutes dans un espace et on marche et en fait on est dans la cathédrale. Sauf que quand on la regarde évoluer, en effet c'est des gens avec avec un sac à dos et un casque dans un espace un peu blanc, un peu innovant. Et donc ce parcours permet de rencontrer des personnages, des différentes périodes de la cathédrale. Et c'est une expédition. Et c'est bluffant pour l'avoir testé, c'est vraiment immersif. Comment ça se passe au niveau de la visite ? Il y a un guide, c'est ça, qui est sur place pour guider les visiteurs ? Tout à fait. Donc on parle d'une nouvelle grammaire. Donc il faut aussi que le discours et l'accompagnant rentre dans cette nouvelle grammaire-là. Donc ce guide, qui est un avatar, vient accompagner chaque groupe, chaque participant dans la découverte du lieu. Donc il nous fait passer par des espaces particuliers, des lieux qu'on n'a pas la chance de voir dans la vraie vie. Et donc voilà, donc il y a ce côté vraiment éducatif qui est constant tout le long de l'expérience. Et donc là, c'est donc à l'espace Grande Arche. On va ouvrir sous le parvis de Notre-Dame de Paris, donc sous le parvis, un espace au
plus proche de la cathédrale, donc qui devrait ouvrir vers septembre-octobre à la rentrée prochaine, en 2022. Et enfin, à la même période, on va aussi développer et lancer et publier un applicatif VR, donc réalité virtuelle, sur le store Oculus et sur les stores HTC, pour faire voyager cette expédition partout dans le monde. Donc les gens en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., partout dans le monde, qui sont équipés d'un casque VR, pourront télécharger l'application. 30% du montant de l'application, qui sera bien sûr moins cher que le ticket à Paris, sera reversé à la reconstruction. Et voilà. Et donc c'est un moyen pour nous de faire voyager l'expérience au-delà de la France, mais ce qui n'empêche pas aussi de faire voyager l'expérience physique telle qu'elle est à Paris, en province, mais aussi à l'étranger. Là, on discute avec les ambassades de France, notamment aux États-Unis, pour trouver des mécènes, des partenaires, pour proposer l'expérience physique aussi dans des lieux particuliers, parce que c'est une expérience sociale. Je ne l'ai pas mentionné, mais les gens le font ensemble. Ouais. Et moi, j'ai vu les gens se tenir la main en évoluant dans le parcours. Donc les gens ont besoin de se connecter. Ils ne se tiennent pas la main parce qu'ils ont peur de la VR. Ils se tiennent la main parce qu'ils veulent rester connectés et partager les émotions. Et on parlait tout à l'heure de social. En fait, c'est ça. On veut partager les émotions que l'on a. Quand on va au cinéma, quand on écoute de la musique, on a envie de partager. Et dans la culture, voilà, on a envie de partager. Alors, on va peut-être regarder les vidéos pour voir sur la vidéo. À quoi ça ressemble. C'est une vidéo qui est assez courte, qui dure 1 minute. Ça donne envie. On a parlé un petit peu de cet aspect multigénérationnel. À qui finalement est destiné ce genre d'expérience selon vous? Est-ce que ça concerne tous les publics? Et aussi, j'ai une autre question complémentaire. Combien ça coûte? Quel coût? Est-ce que ce sont des sommes astronomiques ou finalement assez accessibles? J'imagine que ça dépend bien sûr de ce qu'on veut faire, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors sur les audiences, nous, la très grande surprise, c'est de voir vraiment tout type de profil. Je vous disais, des plus jeunes aux grands-parents. Enfin voilà, c'est vraiment très très large. On est sur majoritairement, bien sûr, des gens qui n'ont jamais testé la réalité virtuelle. Donc c'est une toute première. Il peut y avoir des gens qui sont un petit peu déboussolés par le fait de perdre cette connexion avec le réel, parce qu'on perd un peu la connexion avec le réel, mais il faut quand même souligner que ce type d'expérience-là, où on est en mouvement avec le processing dans le sac à dos, fait que le cerveau n'est pas trompé jusqu'à tomber ou être pas bien, être malade, parce qu'on est en mouvement. Donc l'oreille interne comprend qu'on évolue dans une scène. On est maître de nos mouvements. Et que l'évolution dans la scène virtuelle correspond à une évolution dans le physique. Donc à l'inverse, lorsqu'on fait une expérience immersive et que la scène bouge et que notre corps est statique, là, ça marche pas. Et en général, quand on fait ça, d'ailleurs, on veut plus en refaire. Parce que du coup, le cerveau a un souvenir pas très bon qui dit oh là là, ce truc-là, c'était pas génial. Alors que là, vraiment, on épouse totalement les mouvements du corps. Donc voilà, l'oreille interne, assimile très très bien cette expérience-là. Donc en termes de cible, voilà, donc c'est très très ouvert. On a des gens qui viennent de l'étranger, on a des gens qui viennent de province, donc voilà, donc c'est vraiment une sortie culturelle. Voilà, comme quand les gens vont au musée ou visiter la cathédrale dans la vraie vie, et ils retourneront la visiter. C'est pas du tout, il n'y a pas de compétition entre le lieu physique et le virtuel. Ça invite finalement à la visite en réel. Exactement, parce que
quand on va dans un lieu, on ne prend pas forcément le guide, toutes les options pour. Voilà, c'est peut-être juste un moment de partage, un moment de découverte où on s'abandonne un petit peu dans un lieu. Ça peut être un musée, on flâne. Et puis tantôt, on veut vraiment être dans l'apprentissage, on veut rentrer dans la culture, on veut comprendre. Donc je pense que c'est totalement complémentaire et c'est comme ça qu'on l'aborde. Et pour le coût alors? Alors le coût, on donne pas les montants de nos projets, mais forcément ça n'a rien à voir avec des projets de jeux vidéo ou de cinéma. Enfin, c'est incomparable. On est sur quelques centaines de milliers d'euros quand même. Ça a quand même plus de 2 ans de développement. Donc oui, c'est une somme. Mais une fois encore, c'est un projet particulier, c'est un sujet particulier qui a suscité une émotion mondiale. Et Orange, dans son engagement sociétal, se devait de jouer un rôle en participant au financement direct, mais aussi avec une innovation qui sert le plus grand nombre et la France et cet emblème français en faisant quelque chose qui serve pour les publics et qui soit vraiment innovant et qui nous fasse avancer au coup d'après. Alors merci Morgane, on a quelques minutes pour des questions-réponses. Est-ce que vous voyez N'hésitez pas l'écran ? si vous avez des questions pour Morgane ici présent. Attendez. Personne n'a de questions? Sinon j'en ai une, il n'y a pas de souci. Mais... Ah, une main se lève là-bas. Le micro arrive. Ah pardon. Bonjour, vous avez mis combien de temps à développer à partir du moment où qui a eu l'idée de faire ce mode immersif de Notre-Dame et combien de temps ça vous a pris pour développer cette nouvelle technologie? Merci pour votre question. Oui, en fait, comme je le disais en introduction, on travaille sur ces sujets-là depuis quelques années. On avait déjà développé des précédentes expériences plutôt promotionnelles pour accompagner différentes thématiques chez Orange, notamment chez OCS ou dans différents environnements. Donc on avait déjà un apprentissage au développement et à l'accompagnement de l'immersion autour de thématiques. Et donc du coup, l'idée est arrivée assez naturellement. En tout cas, de mon côté, parce que du coup, on a proposé de faire vivre ce type d'expérience-là suite à l'événement. Et donc après, c'est allé assez vite et le temps de se mettre en ordre de bataille et à s'organiser en interne, ça a mis 2 ans pour accoucher du projet. Projet de développement, donc qui prend du temps à développer, mais je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un point qui est très très important. On l'a fait en partenariat avec le diocèse et l'établissement public et la mairie de Paris, qu'on a eu tous les historiens spécialistes du lieu et du sujet qui ont vérifié chaque élément de la narration, du décor. Donc il y a une expertise derrière qui est extrêmement conséquente, qui nous amène à un projet qui est vraiment très abouti et qui respecte vraiment le lieu et son emblème. Une dernière question. Oui, je souhaitais savoir si vous avez déjà engagé un travail similaire pour de futurs projets et notamment avec des musées. On n'a pas engagé de projet avec des musées. Moi, dans mon rôle, je regarde tout ce qui se fait et je parle avec tout l'écosystème, forcément, ça m'intéresse. Là, le sujet de Notre-Dame était vraiment un sujet très particulier par rapport à un enjeu de société et un événement qui est pas très gai, mais voilà, donc ça existait comme ça. Mais on regarde d'autres options pour accompagner ces écosystèmes-là. En tout cas, le sujet de l'immersif et le sujet des metaverses, parce qu'une fois encore, tous ces éléments-là, ce sont des voxels, ce sont du volume, de la 3D. Ça va nécessiter beaucoup de réseaux, beaucoup de cloud, de edge computing, etc. Donc on regarde pour accompagner ces écosystèmes-là dans le développement de ce type d'expérience. Et on voit plein d'initiatives et on pense que ça va s'accélérer dans les prochaines années. Merci beaucoup Morgane et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Moi, je vais rester sur scène, mais Morgane, je vous invite à... Merci, vous pouvez l'applaudir, bien sûr, c'était très intéressant. Merci.